Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin et Mécha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 12 novembre 2025. Tout de suite, les principaux titres. Un chauffeur de transport a été assassiné il y a 2 jours en commune de Rumongue par des policiers à la suite d'une simple dispute. L'organisation King Umurundi Freedom condamne cet acte et demande des sanctions contre les policiers impliqués. Et puis l'organisation Parsem estime que le recours constant de l'État à l'allocation de bureaux s'explique par le manque d'investissement dans l'immobilier public. Selon cette organisation engagée pour la bonne gouvernance, les malversations commises par certaines autorités dans ce secteur entravent la réalisation des projets de construction de bâtiments publics. Et comme tous les mercredis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, la synergie revient sur les mesures controversées prises à l'encontre de 25 élèves du Green Hills International College situé en province de Gitega. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. Un chauffeur de transport en commun a été tué mardi dernier par des policiers dans la commune de Rumongue en province de Burunga. Selon les informations recueillies sur place, les policiers ont violemment passé à tabac la victime à la suite d'une simple altercation, ce qui a entraîné par la suite sa mort. Le point avec Rémi Delagakura. La victime, un conducteur connu sous le nom d'Eric, et surnommé Mututsi, a été tué ce mardi dernier à Rumongue par 2 policiers. Selon nos sources, il s'agit du sergent police Nikundana Emery, matricule CSOP 1226/SOPN 4339 et de son collègue Ouimana Blaise, matricule CAP 6172/APN 24572. D'après des témoins rencontrés sur place par la RPA, Eric se trouvait assis dans un bar connu sous le nom de Mogaz au centre-ville de Rumongue. C'est alors que les 2 policiers sont intervenus, l'accusant de boire de la bière avant l'heure. La victime a nié ces accusations, affirmant qu'elle était simplement assise. L'un des policiers l'a alors giflé. Pris de peur, Eric a tenté de fuir, mais une fois dehors, d'autres policiers qui l'accompagnaient, celui qui venait de le gifler, l'ont rattrapé et se sont mis à le frapper violemment. Selon les témoins, le premier policier est prévenu et lui a asséné un coup de pied à la poitrine. Eric est mort sur place. Nos sources en commune Rumongue indiquent que les 2 policiers accusés de ce meurtre ont comparu ce mercredi devant la justice. Ils ont demandé à être assistés par des avocats, ce qui l'a conduit au report du procès à demain. La population de Rumongue demande que la justice fasse correctement son travail, rappelant que ce n'est pas la première fois que des policiers tuent des citoyens dans de telles circonstances. Un autre cas similaire s'était produit au début de cette année 2025, lors d'un chauffeur de camion avait été tué par la police dans le quartier Mirango à Bujumbura. Et en restant sur ces crimes des policiers, l'organisation King Umurundi Freedom juge que c'est un comportement honteux de voir des policiers aller jusqu'à tuer un simple citoyen. Cette réaction est de Dernel Mundu, porte-parole de l'organisation King Umurundi Freedom, après qu'un citoyen connu sous le nom d'Eric Ilakodze ait été tué par des policiers dans un bar dénommé Mogaz, situé dans la commune de Rumongue. Le porte-parole de King Umurundi Freedom demande aux responsables de la police de rappeler à l'ordre les agents impliqués dans cet acte. Suivez Dernel Mundu, il est le porte-parole de King Umurundi Freedom. Dans King Umurundi Freedom, nous avons appris avec amertume
le décès de M. Eric Senome Mututsi, survenu hier le 11 novembre à Kigwena, où il a été battu par la police du Burundi. Il serait accusé de prendre un verre de bière avant le temps accepté par la loi du Burundi. Et notre organisation s'inquiète encore d'assassinats, de chiffres d'assassinats orchestrés par la police, qui devient de plus en plus montant, parce que nous avons déjà documenté d'autres cas similaires. C'est pour cette raison que nous rappelons à l'institution de la police burundaise à fonctionner en leur déontologie professionnelle, qui est le respect des droits burundais. Aucun droit ne leur permet d'ôter la vie humaine, de qui que ce soit qui réside ou qui circule sur le territoire du Burundi. Sauf que la police a le seul devoir de protéger, de respecter sa vie, de protéger sa vie. En effet, notre organisation s'inquiète aussi d'une vision ou un objectif, je dirais, caché ou habillé du pouvoir politique du CNDD-FDD depuis 2015, qui est de gouverner avec une main de fer sans respecter les droits des Burundais. Nous constatons bien sûr que le pouvoir politique, qui est la commande des institutions burundaises, a toujours utilisé, ou continue même d'utiliser la police pour créer la terreur aux Burundais en leur refusant les libertés fondamentales, qui est les libertés d'expression. Nous prenons cette occasion à demander, à alerter amèrement au ministère de l'Intérieur de mettre à l'ordre l'institution de la police pour travailler en respectant des droits des droits de la personne humaine. Et aux Burundais aussi de rester unis et solidaires s'il s'agit de défendre les droits. Et je prends aussi cette occasion de rappeler à la société civile de rester vigilante afin d'alerter et documenter toutes les violations de droits afin d'accompagner les victimes devant les tribunaux possibles. Et je vous le disais en titre, l'insuffisance des investissements dans l'immobilier public figure parmi les causes qui poussent l'État burundais à recourir continuellement à la location de bureaux pour ses services publics. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem. Selon lui, les malversations commises par certaines autorités dans ce secteur freinent la mise en œuvre des projets de l'État visant la construction de ses propres bâtiments. Écoutons Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Actuellement, on constate l'augmentation du recours de l'État à la location des bureaux pour ses services publics. Pourquoi ce recours augmente incessamment? D'abord, il y a l'insuffisance des bureaux de l'État, l'insuffisance des bâtiments publics pour couvrir les bureaux de services publics. Deuxièmement, l'investissement dans l'immobilier public est insuffisant actuellement. Il n'y a pas d'offre d'investissement suffisant dans la construction des bâtiments publics. Il n'y a même pas entretien de ces bâtiments. On voit une vétusté de ces bâtiments qui sont actuellement mal entretenus. L'exemple, c'est le bâtiment qui abrite les bureaux du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. La vétusté de ce bâtiment était constatée, mais au lieu de l'entretenir ou de construire un nouveau bâtiment pour le remplacer, le ministère de l'Intérieur a dû recourir à la location d'un autre immeuble au quartier 10. Alors que les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères sont des ministères de souveraineté. Normalement, ils devraient avoir leur bureau propre. Très récemment, il y avait une politique de promouvoir l'investissement dans l'immobilier public afin de construire des bureaux de l'État régulièrement, mais cette politique n'a pas abouti à des résultats efficaces et palpables. Et Parsem aussi voudrait faire entrer dans le gouvernement que ce secteur de location des bureaux pour le fonctionnement des services publics est un secteur où les malversations économiques ont vraiment pignon sur rue. D'abord, certains dignitaires s'étaient replacés dans l'administration, construisent leur propre immeuble et ils le font louer à l'État. C'est déjà un conflit d'intérêts.
Deuxièmement, il y a une collision entre les entrepreneurs privés qui investissent dans l'immobilier et qui font louer à l'État, mais à des fonds extrêmement élevés, alors qu'il y a une partie qui est partagée entre le locataire qui est l'État et le propriétaire de l'immeuble. Troisièmement, on constate un retard dans la construction des immeubles de l'État et suite au système biaisé d'octroi des marchés publics. L'exemple, c'est le retard dans la construction de l'immeuble de la Banque centrale, alors que l'immeuble devra habiter le nouveau siège de la Banque commerciale du Burundi. Et maintenant, les travaux touchent à sa fin. Et on voit vraiment une différence, une discordance. C'est-à-dire qu'il y a un problème même au niveau du retard dans l'exécution des contrats de construction des immeubles de l'État. Et Faustin Ndikoumana a estimé que l'État devrait prendre des mesures rigoureuses pour mieux encadrer le secteur de l'immobilier public afin d'éviter que le pays ne continue d'enregistrer des pertes. Alors, Tarsem recommande à l'État d'abord de faire un inventaire rigoureux de ces bâtiments. L'inventaire, l'actualisation de l'actif immobilier appartenant à l'État, faire une réévaluation, concevoir un plan de réflexion, d'entretien, et puis plan de construction des nouveaux immeubles selon les besoins qui seraient établis. Mettre sur un service public qui pourrait gérer l'actif immobilier de l'État dans la transparence, tout en suivant même les contrats de location, soit les locations où l'État perçoit des loyers ou les locations où l'État paie régulièrement des loyers aux propriétaires des immeubles. Poursuivons ce journal avec les réactions des habitants de différentes localités du pays à propos de l'instauration de nouvelles dispositions visant à sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Les citoyens qui se sont entretenus avec la RPA estiment que les sanctions ne devraient pas constituer la priorité, contrairement à ce que prévoit l'ordonnance ministérielle relative au respect des règles d'hygiène. Ces citoyens soulignent en effet que de nombreux obstacles risquent de freiner la mise en œuvre effective de ces mesures. On les écoute. Avant de prendre une telle mesure, ils auraient d'abord dû construire des toilettes publiques, comme c'est le cas au Rwanda ou en Tanzanie. Ce n'est qu'après cela qu'ils auraient pu envisager d'imposer des amendes. Mais dans la situation actuelle, c'est très difficile à appliquer car il n'existe presque aucun endroit prévu pour se soulager, ni pour les petits besoins, ni pour les grands besoins. Ces amendes, oui, elles peuvent être appliquées, mais ce n'est pas ce qui devrait venir en premier. La priorité devrait être la sensibilisation, organiser des séances d'éducation dans les collines, les zones et les communes. Lorsqu'on explique plusieurs fois à une personne, 3 ou 4 fois s'il le faut, elle ne finit pas à comprendre bien mieux que si on le disait qu'une seule fois. Les récentes mesures interdisant d'uriner dans un lieu non autorisé ou de fumer dans les espaces publics ont été bien accueillies car elles visent à promouvoir la propreté dans notre pays et à renforcer l'éducation citoyenne. Cependant, ces décisions ont été prises sans réelle préparation. Par exemple, l'interdiction d'uriner n'importe où aurait pu être facilement respectée si des toilettes publiques avaient été aménagées le long des routes. Prenons un exemple. Une personne qui part de Kayanza pour se rendre à Bujumbura ne peut pas faire tout le trajet sans avoir besoin d'uriner. C'est tout simplement impossible. Quant à l'interdiction de fumer, là aussi, dans les zones urbaines, les autorités devraient prévoir des espaces réservés où il serait permis de fumer. Ainsi, ceux qui en ressentent le besoin sauraient exactement où s'installer pour le faire. Et en page des réfugiés, la coalition CDH-Vicar, qui milite pour les droits des réfugiés, dénonce la pression exercée par le gouvernement tanzanien pour forcer le rapatriement des réfugiés burundais, les renvoyant ainsi dans un pays où ils savent pertinemment qu'ils ne bénéficieront d'aucune sécurité. Cette réaction intervient alors que des listes ont récemment été publiées, obligeant les réfugiés à s'enregistrer en vue de leur retour. Selon Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de CDH-Vicar, la Tanzanie viole les conventions de Genève de 1951 ainsi que la convention de l'OUA de 1969 qui interdisent le refoulement des réfugiés vers un pays où leur sécurité n'est pas garantie. Au sein de la CDH-Vicar,
nous avons sorti une déclaration avec la grande fermeté sur la récente décision du gouvernement tanzanien pour avoir affiché une liste de plus de 99% des réfugiés burundais et de les ordonner à se faire enrôler avant le 30 novembre 2025 dans le vif de leur rapatrier forcément. Au CDHBK, ce rapatriement est contraire aux conventions internationales et aux droits fondamentaux des réfugiés. Nous avons signalé ce que cache ce rapatriement, entre autres la politique de pression et d'intimidation, incluant des menaces et des tortures que subissent des réfugiés et toute atrocité qui se réalise en violation des droits internationaux, comme la Convention de Genève de 1951, dans son protocole de 1967, ainsi que la Convention de l'OIA de 1969, garantissant le principe de non-refoulement selon lequel aucun réfugié ne peut être renvoyé vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée à raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Toujours selon l'organisation CDH-Vicar, le HCR devrait clairement exprimer sa position face à la situation que traversent les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. La coalition appelle également les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est à ne pas rester indifférents. Encore une fois, on écoute Jean Bosco Vidzigiro. La CDH-BK a montré sa position à la résumant en 3 points: que le retour des réfugiés doit être strictement volontaire et digne, que les réfugiés ne doivent jamais être utilisés comme instrument de pression politique, que tout ce qui se fait en Tanzanie est une violation grave des droits humains et une atteinte à la dignité humaine. Après avoir montré notre position, la CDH-BK, nous avons aussi formulé des demandes. La première demande est pour la Tanzanie à abroger la décision d'enrôlement obligatoire, à cesser immédiatement toute opération ou mesure pouvant contredire à des expulsions ou à des retours déguisés vers le Burundi. Troisièmement, à garantir le plein respect des droits internationaux et dignité humaine. Nous avons aussi demandé à HCR de prendre une position publiquement contre toute forme de rapatriement forcé et d'assurer la protection effective des réfugiés vivant dans les camps en Tanzanie. Nous avons terminé en demandant à l'Union africaine et à l'EAC d'intervenir diplomatiquement auprès de la Tanzanie et au gouvernement partenaire et bailleur à conditionner la coopération avec la Tanzanie au respect des droits humains et droits d'asile international européen. Et c'est le moment de votre rendez-vous avec le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur les mesures controversées prises en l'encontre de 25 élèves du Green Hills International College situé dans la province de Gitega. Au cœur de la société, de ce 12 novembre 2025, vous est présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des élèves emprisonnés pour avoir incendié les bureaux de leurs propres encadreurs, un fait choquant qui a ébranlé la communauté éducative d'Ogitega. 25 élèves de Green Hills International College ont récemment retrouvé le chemin de l'école après plusieurs semaines de détention. Mais que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a poussé ces élèves à de tels actes? Faut-il y voir un simple dérapage ou pas? Autant de questions auxquelles nous tenons de répondre dans ce magazine au cœur de la société de ce mercredi 12 novembre 2025 qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Muragenda mitwararike ibanga mu bantu bene wacu
25 élèves de l'école Green Hills International College emprisonnés pour avoir incendié les bureaux du directeur et du préfet des études ont été libérés le 5 octobre 2025. Ils ont repris les cours. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique attend son vendredi le rapport de l'enquête menée par les responsables de l'établissement afin de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire. Le point avec Désiré Hatungiman. Le 23 octobre, pendant la nuit, des personnes cagoulées ont incendié les bureaux du directeur et du préfet des études à l'école Green Hills International College. Avant que cet incendie criminel ne soit commis, les autorités de l'école avaient indiqué que les caméras de surveillance avaient été endommagées par des personnes non identifiées. Après cet incendie, 25 élèves soupçonnés d'avoir commis ce crime ont été arrêtés et emprisonnés à la police pour enquête. Le 30 octobre, ces élèves ont été transférés à la prison centrale à la surprise générale des parents qui avaient convenu avec la direction de l'école de libérer ces élèves sous condition de réparer tout ce qui a été endommagé. Cette affaire a mobilisé les hautes autorités du pays. Le ministre de l'Éducation, celui de la Justice et les responsables judiciaires en province de Gitega se sont saisis de la question, ce qui a abouti à la libération de ces élèves le 5 octobre. Après la libération de ces élèves, ils ont directement repris les cours, ce qui a été bien accueilli par leurs camarades de classe ainsi que les parents. Le 7 novembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Avialimana, a adressé une correspondance au représentant légal de Green Hills International College de distinguer l'affaire pénale qui est gérée conformément au code pénal et l'affaire disciplinaire qui est gérée en référence avec le règlement scolaire à travers une réunion du conseil de discipline. Le ministre Avialimana demande aux autorités de l'école de convoquer une réunion de discipline pour statuer sur cette situation afin d'éradiquer une telle barbarie dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation indique qu'il attend au plus tard le 14 de ce mois, vendredi prochain, un rapport relatif à la gestion disciplinaire de cette situation. Après ce rapport, on pourra savoir qui sont responsables de cet incendie qui a ravagé les bureaux du directeur et du préfet des études à l'école Green Hills International College et les sanctions qui les attendent. La Ligue Teka, organisation de défense des droits humains, qualifie de honteux le comportement des élèves de l'école Green Hills College de Gitega, estimant que de tels actes de violence ne devraient pas être tolérés dans un établissement scolaire. Cependant, son président en chair, Nico Yagize, souligne que ces ajustements s'inscrivent dans une série de comportements similaires observés dans plusieurs écoles du pays. Selon lui, ces attitudes seraient le reflet des enseignements que certains jeunes reçoivent au sein des ligues du parti CNDD-FDD, notamment dans les ligues de Vissuivi-Hona et des Imbonerakure où la violence serait encouragée. Écoutons en chair Nico Yagize. À la Ligue Teka, nous avons vu que c'est un dossier qui a été marqué par des manipulations, des intimidations, mais aussi nous avons vu que ces élèves qui avaient brûlé les parties de la direction de l'école n'étaient pas de simples élèves, ils étaient des enfants des intouchables du pouvoir du CNDD-FDD. Et cela a été démontré par ce qui est, donc, on a vu les cadres de deux ministères, à savoir le ministère de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre, et le ministère de l'Intérieur, développement communautaire et sécurité publique, présents dans les salles d'audience, dans la prison de Gitega. Et là, on doit souligner qu'il y a eu la présence du ministre de la Justice, le procureur général de la République, des représentants de la documentation nationale et provinciale, gouverneur de la province de Gitega et d'autres procureurs. Donc tout ça, vous voyez, pour endosser un simple dossier des élèves, en deuxième lieu, donc toutes ces personnalités ils se sont rencontrées, ils ont fait une réunion. Représentez-vous des élèves qui ont vu ces cadres se réunir des heures et des heures pour endosser des élèves qui ont brûlé le bureau de l'école. Et par après, donc, ces élèves ont été escortés, ils ont été escortés de la prison à l'école par les véhicules de ces hauts cadres. Donc tout ça montre que vraiment c'est un dossier, c'est devenu un dossier politique alors que c'était un simple dossier pour les élèves devraient répondre aux fautes qu'ils avaient commis. C'est un message pour les autres écoles qui abritent les élèves des dignitaires.
Ce qui est, donc vous avez remarqué aussi que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a été dépassé, a été débordé par cette ingérence de deux ministères. Il a quand même exigé au minimum, au moins, d'appliquer le règlement. La Ligitec appelle au ministre de l'Éducation nationale à accorder une attention particulière à la jeunesse qui, selon elle, reçoit d'un modèle fondé sur la violence et à œuvrer plutôt à lui transmettre des valeurs civiques et patriotiques favorisant le développement du pays. Encore une fois, enchère Nico Yaguizé, président de la Ligitec. C'est encore ça, mais parce que ce qui s'est produit à l'école de Ligitec, on retrouve dans d'autres écoles. On a vu à Moulinga, mais donc tout ça montre que vraiment l'éducation est en danger, l'éducation au Burundi est en danger, et c'est la suite. C'est la suite de ces enseignements à la violence, c'est la suite de ces enseignements des enfants, des enfants dits, alors que ces dignitaires devraient être modèles, devraient prouver que ces enfants sont modèles, sont modèles à l'école, parce qu'on le voit, tous les enfants des dignitaires d'autres pays, ils se démarquent, même à l'école, ils ont de bonnes écoles, de comportement aussi. Mais voilà, pour nous, donc c'est la barbarie. C'est la barbarie pour les enfants des éducateurs. Mais donc, on le voit, donc, si tu es un enfant d'un général, tu es général aussi. Si tu es intouchable, ton enfant doit être intouchable. Alors qu'au moins, il faut vraiment que l'éducation, il faut cesser ces éducations à la violence. Il faut montrer que l'enfant doit être à l'école, doit se soumettre aux ordres de l'école, au règlement scolaire, mais pas qu'il soit enfant de riche ou pas, il doit se soumettre aux mesures de l'école, au règlement scolaire de l'école. À la Ligue, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique disait par sa sagesse et exiger et être prêt aux éducateurs, être prêt aux directeurs des écoles, afin d'exiger au moins le respect des éducateurs et aussi une bonne éducation de ces enfants à l'école pour l'avenir meilleur dans le pays. L'affaire de Green Hills College de Gitega soulève de nombreuses interrogations sur l'encadrement moral et citoyen de la jeunesse burundaise entre la responsabilité des établissements scolaires et celle des familles. Éduquer, ce n'est pas seulement instruire, c'est aussi transmettre des valeurs. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 12 novembre 2025 se termine. Et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.